Construire la ville obéit à un plan ou schéma directeur, mais avec ce que nous apercevons ces derniers temps dans l'évolution de nos villes, il nous arrive même de nous demander si ce plan ou schéma directeur est pris en compte ou même si l'autorité qui confère cet acte a une idée précise de l'espace avant la signature. Nous en parlerons dans ce numéro de Habitat à la une. Bienvenue à tous et à toutes, le sommaire. Document très important en matière de planification de l'aménagement de tout territoire, le plan d'urbanisme directeur devrait être à la portée des autorités compétentes de notre administration territoriale. Ce qui n'était malheureusement pas le cas dans plusieurs de nos régions et villes. Pour permettre ainsi aux autorités administratives et élues de s'en procurer, il a été organisé le 29 mars dernier une cérémonie de remise officielle des études de planification aux chefs-lieux et districts. Revenons dans notre reportage sur les temps forts. À la fin des travaux de construction, on constate dans beaucoup de cas leur malfaçon. Il s'agit bien des murs de nos maisons. Suivons l'heure de l'architecte pour avoir plus d'amples informations. Décorer sa maison, apporter des astuces pour améliorer son cadre de vie. Suivons Bienvenue chez moi dans une nouvelle visite guidée. Porte d'entrée et de sortie pour l'obtention des actes administratifs liés à la construction en Côte d'Ivoire. Le guichet unique n'est toujours pas bien connu du grand nombre. Suivons les bons plans. D'après le dictionnaire, le plan d'urbanisme directeur est un document de planification qui établit les lignes directrices de l'organisation spatiale et physique d'une municipalité. En d'autres termes, il est le document officiel le plus important en matière de planification de l'aménagement de tout territoire. Le plan d'urbanisme est le document par excellence qui décrit la vision d'ensemble de l'aménagement. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, s'est dotée d'un plan d'urbanisme et bien plus tard de schémas d'urbanisme directeur pour de grandes villes à l'image d'Abidjan et Yamoussoukro. Mais depuis la crise économique de la décennie 80-90 qui a fortement désorganisé le secteur de l'habitat, il n'est pas rare de voir un laisser-aller qui malheureusement défigure le paysage urbain et architectural de nos villes. On construit où on veut, on déclasse les zones comme on veut, on autorise des installations où on veut et comme on veut. C'est donc pour mettre un terme à ce désordre qui semble devenir structurel, que le gouvernement a dans un premier plan encouragé la réflexion autour de la question de doter chaque ville ivoirienne d'un plan d'urbanisme directeur et dans un second temps, d'en faire une large diffusion. C'est dans ce cadre qu'il a été élaboré des plans pour chacune de nos 31 régions, départements et mairies tels que nous fait savoir M. Kwame Alexandre, directeur général de l'urbanisme et du foncier, à l'occasion de la cérémonie de remise officielle des études d'urbanisme des chefs-lieux de région et districts qui s'est tenu le 29 mars dernier. Mesdames et messieurs, depuis 2007, la moitié de la population mondiale vit en ville, alors qu'au début du XXe siècle, la population urbaine représentait à peine un dixième de la population mondiale. Au rythme actuel de l'urbanisation, les citadins seront, tous pays confondus, plus nombreux que les ruraux. Notre pays, d'une urbanisation embryonnaire au début du siècle, s'est progressivement hissé au rang des pays urbanisés en Afrique de l'Ouest. Son taux d'urbanisation est passé de moins de 20% en 1963 à 32% en 1975, 39% en 1988, 42,5% en 1998, pour atteindre en 2014 50,2%. Face à ce mouvement d'urbanisation, qui est une tendance lourde, notre pays doit prendre des mesures idoines pour traiter ses effets et ses conséquences. La maîtrise du fait urbain et de son développement doit demeurer plus que jamais une préoccupation constante de l'État et des populations. C'est pourquoi l'événement qui nous réunit ce matin s'avère important. Les plans et schémas directeurs d'urbanisme, qui sont des documents de planification urbaine, fixent le cadre général et normatif de l'aménagement et du cadre spatial des agglomérations qu'ils couvrent. Ils définissent les éléments essentiels, établissent une prévision à court terme,
moyen et long terme sur les formes et les étapes du développement et de modernisation de ces territoires. Ces études ont permis, conformément aux thèmes de référence qui ont été remis aux consultants, de réaliser un diagnostic urbain de chaque agglomération, de formuler une stratégie de développement durable des agglomérations, définir une stratégie d'aménagement foncier et durable, concevoir le schéma de développement spatial à l'horizon 2030, établir un programme pluriannuel d'investissement. Mesdames et messieurs, ces études ont été approuvées par le gouvernement. Il s'agit aujourd'hui de les remettre officiellement aux maires, aux préfets, aux directeurs régionaux, du ministère en charge de l'urbanisme et aux chefs de service du cadastre des villes concernées. Mesdames et messieurs, pour terminer mes propos, nous vous recommandons d'appliquer ces outils sur le terrain, car au-delà de la structuration de l'espace, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, considère depuis des années que les plans d'urbanisme sont un élément pour la santé publique en milieu urbain. Aujourd'hui, les enjeux de développement sont en grande partie des enjeux urbains. À sa suite, M. Dibo Nicolas, maire de Bouaké et représentant la mairie de Côte d'Ivoire, a traduit toute leur satisfaction et s'est engagé en leur nom à en faire bon usage. En dotant les régions, districts et départements de la Côte d'Ivoire des plans et schémas d'urbanisme directeurs, l'État veut impulser, à n'en point douter, le développement de l'habitat en Côte d'Ivoire, en améliorant surtout le cadre de vie des populations. Après des mois de travaux sur le terrain, des résultats ont été mis à notre disposition et nous voudrions vous l'avouer, ils sont d'une utilité incontestable. Confrontés en effet depuis des années à une croissance incontrôlée de nos villes, animée par une surproduction de lotissements, à une occupation anarchique des espaces, y compris les réserves foncières destinées aux équipements structurants et activités industrielles, mais tout ceci est en grande partie résolu grâce aux différentes programmations spatiales et leur évolution dans le temps et l'espace, contenues dans les différents résultats d'études dont nous sommes bénéficiaires. Mesdames et messieurs, pour le cas de Bouaké, à titre d'exemple, la transcription du schéma directeur urbain en réalisation concrète a non seulement démarré, mais aussi et surtout est en train d'impacter positivement le quotidien de nos concitoyens. Car en termes de compétences communales, si nous avons pu programmer et construire un commissariat de police au quartier Broukro, ainsi que démarrer le bitumage de la pénétrante du quartier de Tola Kwadjokro, c'est grâce au programme d'investissement prioritaire conçu à partir du schéma directeur urbain mis à notre disposition. Monsieur le ministre, ces changements qualitatifs sont également de mise à divers degrés, bien entendu, sur le territoire communal des autres villes bénéficiaires. Et au moment où vous nous remettez de façon officielle les documents élaborés, les mots que nous avons pour vous sont empreints de sincères remerciements et de profonde gratitude. Faire de nos villes des villes émergentes passe obligatoirement par l'adoption et l'appropriation des différents documents de planification. Documents de planification élaborés et remis officiellement aux autorités compétentes. Aux populations, il faudrait savoir que dorénavant, s'implanter dans un espace devrait se faire conformément aux plans et schémas d'urbanisme directeur. À toutes et à tous, respectons notre cadre de vie. Pour faire face aux nombreux défis du développement urbain, les États élaborent, entre autres, des documents de planification qui permettent d'organiser l'évolution des agglomérations, de prévoir les voies de circulation structurantes
de prévoir les VRD, de dimensionner les équipements publics, de réduire la précarité de l'habitat, d'empêcher l'occupation anarchique des domaines publics et privés de l'État, de mieux organiser également la transition entre les terroirs villageois et les territoires urbains. En Côte d'Ivoire, les efforts de l'État en la matière ont démarré dans les années 60, et principalement 60 à 90. Ces efforts ont malheureusement été contrariés par les crises socio-politiques successives que notre pays a connues. Cela a eu pour conséquence une dégradation de notre cadre de vie, avec l'apparition et la persistance de nombreuses pathologies urbaines entre guillemets bien sûr. Ces pathologies sont caractérisées par les difficultés de mobilité, par le désordre urbain, par l'insuffisance de logements décents, par les inondations récurrentes, souvent dues au dysfonctionnement des réseaux d'assainissement, par les lotissements effectués en dehors des règles de l'art, par l'occupation anarchique du domaine privé et public de l'État, etc., etc. C'est ainsi que, poursuivant la politique nationale d'urbanisation impulsée par l'adoption de la loi du 31 juillet 1962 relative au plan d'urbanisme directeur et au plan d'urbanisme de détail, le gouvernement ivoirien a décidé de réaliser des études d'urbanisme des chefs-lieux de région et de districts de notre pays. C'est ainsi que le ministère a entrepris un vaste programme d'élaboration des outils de planification de nos principales villes. Nous avons commencé par les plus importantes, par la réalisation des études d'urbanisme des 32 chefs-lieux de région et de district. La mise en œuvre de ces études est maintenant votre affaire et elle doit être l'affaire de tous, administration, élus, cadres, population, etc. C'est pourquoi je vous exhorte au strict respect des prescriptions de ces plans d'urbanisme directeurs afin d'assurer un développement plus harmonieux de nos villes. Une chose est en effet de concevoir et de publier ces plans, une autre qui, à nos yeux, est un défi, est de les faire respecter sur le terrain. Les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme joueront leur rôle, mais il est primordial que les acteurs locaux que vous êtes jouent également leur rôle avec rigueur et sans état d'âme. Je précise qu'en ce qui concerne par ailleurs notre capitale administrative et politique, Yamoussoukro, le schéma directeur de cette ville, bien que réalisé, fait l'objet actuellement d'un traitement complémentaire pour prendre en compte les aspects spécifiques de cette ville, dont l'évolution, vous le devinez, n'est pas et ne sera pas linéaire, mais sera fortement tributaire de la politique au plan du transfert de la capitale qui sera mise en œuvre par les pouvoirs publics. Toutes les options seront prises en compte. Mais à présent, il s'agit de préserver les grandes zones d'évolution prévues dans les schémas précédents et d'éviter les installations anarchiques que nous notons déjà ça et là dans cette agglomération. Installations anarchiques qui risquent malheureusement de dénaturer durablement cette ville amenée demain à abriter tous les services de l'administration de notre pays et voire même au-delà. Vous noterez donc, mesdames et messieurs, que le processus actuel d'urbanisation de nos villes est irréversible. Il nous arrive parfois d'apercevoir des murs entre griffes, penchés, courbés ou même inclinés. Mesdames, Messieurs, pourquoi? Quelles sont les conséquences? Et que nous dit notre expert dans l'œil de l'architecte?
Quels sont les différents types de murs et leur rôle? En ce qui concerne le bâtiment, on distingue plusieurs types de murs. Maintenant, on a des murs qui sont conçus en aglo. En aglo, c'est ce qu'on appelle généralement les briques. Donc de ce point de vue, on a deux types de murs. On a des murs porteurs et on a des murs qu'on appelle des cloisons. Les murs porteurs sont des murs généralement d'épaisseur 20 ou 15. Et ces murs-là ne sont pas raidis. C'est-à-dire ces murs, ils sont construits sans qu'on y mette un réducteur. C'est-à-dire un réducteur, c'est un poteau. Et ces murs sont porteurs parce que c'est ces murs-là qui vont récupérer les charges de la toiture. Donc c'est des murs qui sont en contact direct avec la toiture, la charpente. Alors c'est ce qui fait qu'on les appelle des murs porteurs. Donc on ne peut pas les démolir au risque que la maison même s'écroule. Ensuite on a les cloisons. Les cloisons c'est aussi des murs en aglo, épaisseur 15 ou épaisseur 12. Ça dépend de, je dirais, de chaque pays. Ça dépend. Ici en Côte d'Ivoire on utilise les aglos 10, les aglos 12, les aglos 15. Les aglos 20 de moins en moins. Et donc les murs qu'on appelle les cloisons, c'est des murs qui sont construits et qui ont un rôle de remplissage. Donc on peut les démolir sans risque de déranger la structure du bâtiment. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que certains murs, à la fin des travaux, ne sont pas droits? Ce qui peut expliquer le fait que certains murs, à la fin des travaux, ne sont pas droits, c'est d'abord le défaut de suivi et de contrôle. Ensuite, c'est aussi l'incompétence du conducteur des travaux. Et puis, à la fin, on a le maçon lui-même qui n'est pas compétent. Et au-delà des maçons, on a les instruments de travail qu'il a. Et donc, quand on commence par le suivi, ceux qui font le suivi, c'est généralement des techniciens bâtiments, des ingénieurs, des architectes, qui, en fonction des plans qu'ils ont, font le suivi des travaux. Et donc, quand ceux qui font le suivi n'ont pas fait bien leur travail, on peut arriver à des murs qui ne sont pas droits. Quand aussi le conducteur des travaux, celui-là même qui donne la tâche d'exécution au maçon, quand ce dernier aussi ne prend pas le temps de suivre les travaux, on arrive aussi à des murs qui ne sont pas droits. Et souvent, qu'est-ce qu'on rencontre sur les chantiers? Le même maçon, il n'a qu'un niveau qu'il utilise pendant plusieurs mois, je dirais même plusieurs années, et à un moment donné, ce niveau-là n'est plus performant. Et comme il n'est plus performant, il ne peut plus donner l'aplomb tel qu'on le veut. Donc voilà les éléments qui font qu'on peut avoir des murs qui ne sont pas droits. Quelles sont les dispositions techniques à prendre avant et pendant les travaux pour obtenir des murs droits? Avant même le montage de murs, c'est qu'on puisse recruter un maçon qualifié. Et donc, si on a un bon maçon déjà qui a des instruments qui sont irréprochables et qui est suivi par des techniciens du bâtiment, on peut arriver à avoir un mur qui est déjà droit. Parce qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, on pourra contrôler l'aplomb, on pourra contrôler la planéité pour qu'à la fin, on aboutisse à un mur qui est droit, irréprochable. Mesdames, Messieurs, vous suivez Habitat la Une sur RTI 1, la chaîne qui nous rassemble tous. Partager ses goûts et ses couleurs, donner des conseils, mettre la main à la pâte, c'est nulle part ailleurs. Bienvenue chez moi. Je suis très heureuse de vous recevoir et de vous présenter l'aménagement de ma chambre. Vous savez, la chambre est très importante pour moi. C'est pour cela que je la veux accueillante, chaleureuse, confortable et bien rangée. Je vous parlerai de l'orientation du lit, de l'éclairage de la chambre et d'un endroit qui nous est très cher, mesdames, le coin coiffeuse. Parlant de l'orientation du lit, j'ai choisi de le centrer pour permettre une libre circulation autour et surtout pour ne pas enjamber ou déranger l'autre. En ce qui concerne la décoration de la tête de lit, j'ai opté pour ce beau cadre en bois verni incrusté de lumière.
Concernant l'éclairage de ma chambre, j'ai 4 sources de lumière, la lumière du jour, une lumière chaude, une autre froide et la lumière de mes abat-jours. Je vous présente ma coiffeuse. J'ai ici mes parfums, un présentoir pour mes outils de maquillage, des pinceaux, une boîte à bijoux, une brosse, un fer à friser, un séchoir et mon abat-jour pour me permettre d'avoir plus de lumière lors de mon maquillage. Si vous avez remarqué, j'accorde un intérêt particulier au rangement. C'est le cas de mes habits, de mes chaussures, de mes sacs à main. Je profite de l'occasion pour inviter tout un chacun à bien disposer et bien ranger sa chambre. Au revoir! Service créé en vue de l'obtention d'un document administratif lié à la construction, le guichet unique du foncier ouvre aujourd'hui ses portes aux téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, allons-y donc comprendre, tout savoir et être informés dans les bons plans. Quel a été le contexte de création du guichet unique du foncier? Le besoin de création du guichet unique du foncier est né de la volonté des gouvernants de l'époque de faire face aux besoins sans cesse croissants des demandes d'actes sur les actes du foncier. C'est ainsi que le guichet unique du foncier a été créé par arrêté interministériel 0158 du 11 février 1999. Et ça a été créé dans le but justement d'adresser toutes les questions, toutes les demandes qui sont faites par les usagers sur le foncier urbain. Qu'est-ce qui explique souvent les retards dans la signature des arrêtés de concession définitive, ACD? Le retard incombe à beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs endogènes, il y a des facteurs aussi exogènes. Les facteurs endogènes, c'est que d'abord, le nombre des demandes est toujours élevé. Nous traitons 300 ACD par jour et donc les demandes ne s'arrêtent pas. Tous les jours, il y a des demandes qui sont faites. Et donc, devant le fait que nous n'avons pas dématérialisé totalement, nous n'avons pas numérisé toutes nos archives et nous n'avons pas aussi automatisé totalement le circuit de traitement, cela entraîne véritablement des retards. Mais dans tous les cas, nous faisons l'effort en 90 jours au moins pour sortir l'état domanial et qui par la suite va au niveau de la DGI, c'est-à-dire la Direction Générale des Impôts, à travers la conservation foncière et le cadastre qui traite ces actes-là. Donc nous, à notre niveau, nous avons 3 mois pour produire au moins l'état domanial et l'attestation domaniale et puis la suite revient évidemment aux services compétents de la DGI. Quelles sont les dispositions prises pour faciliter le processus et la délivrance des ACD? Je peux dire que depuis pratiquement 3 ans, nous avons commencé un vaste projet de dématérialisation qui a permis de numériser pratiquement toutes les archives d'Abidjan. Et donc, nous avons commencé à dématérialiser. C'est le premier volet. Et nous n'avons pas fini cette dématérialisation qui se poursuit. Et ensuite, nous avons déconcentré le guichet unique du foncier. Aujourd'hui, ce n'est pas le guichet central seulement qui traite tous les actes avec les directions techniques, les actes du foncier. Il y a aussi les guichets régionaux, les guichets départementaux et les guichets sous-préfectoraux qui traitent ces dossiers-là. Quel message pouvez-vous adresser à l'ensemble des usagers qui ont des dossiers au sein du guichet unique du foncier? Le message que nous pouvons adresser à nos usagers, c'est de nous faire confiance et de faire confiance au ministère de la Construction et de faire surtout confiance au guichet unique du foncier qui dispose en son sein des cellules, une cellule de réclamation, une cellule d'écoute et d'orientation
qui fait face à tous leurs déshydratats, à tous leurs besoins. Ils n'ont pas du tout besoin de passer par des intermédiaires qui les escroquent et qui les orientent mal. Et chaque fois qu'ils ont un dossier qui a été traité, au bout de 3 mois, qu'ils n'ont pas vu de résultats concrets, ils peuvent toujours approcher le guichet unique qui est la porte de sortie et la porte d'entrée. Merci d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Vous retrouvez la semaine prochaine des sujets dans le domaine de l'habitat, du logement chez nous en Côte d'Ivoire. Il y en a plusieurs. On en parlera tout le temps. D'ici à là, portez-vous bien. La suite de nos programmes sur RTI 1 dans quelques instants et tous ensemble pour un habitat meilleur. Pour toutes vos suggestions et participations à l'émission, contactez-nous à l'adresse email suivante habitat@rti.ci ou via notre page Facebook www.facebook.com/habitat-la-une/